Le mois de novembre s'égrène et les premiers vents de l'harmattan se font légèrement ressentis. 28 degrés à Cotonou et 17 estimés dans le pays de l'oncle Sam. Mesdames et messieurs, bonjour, les titres. Donald Trump est élu 47e président des États-Unis d'Amérique. Il remporte l'élection face à sa challenger Kamala Harris. C'est ce que confirment les médias internationaux. Nous recevrons dans ce 13h au Bénin Eric Guédénon, journaliste et rédacteur en chef adjoint de Canal 3, pour en parler. 7e édition de la semaine du numérique au Bénin. Numérique et médias, nouveaux canaux, nouveaux défis. C'est le thème de cette édition focalisée sur le secteur médiatique béninois. Les détails à suivre. Et puis, revue sectorielle au ministère de la décentralisation. Le ministère et ses partenaires ont fait le bilan des activités au titre de l'année 2023. Le développement dans un instant. À nouveau, bonjour. Les premiers résultats à l'issue de l'élection présidentielle aux États-Unis d'Amérique sont tombés. Les médias internationaux confirment quelques heures après le scrutin la victoire du candidat républicain. Nous en parlons avec Eric Guédénon. Eric, bonjour. Bonjour Estétofa. Alors dites-nous, qui est élu président à cette élection? Eh bien, Estétofa, on parle déjà d'un retour historique de Donald Trump à la Maison-Blanche. Selon les résultats complets de cette présidentielle, État par État, l'ancien président Donald Trump est en tête en dépassant justement les 270 grands électeurs requis pour être élu président des États-Unis. Il devient ici le 47e président des États-Unis. Bien entendu, des résultats qui le positionnent, bien entendu, en tête des unes. De toute façon, Donald Trump était déjà confiant avant la fin des dépouillements dans sa première prise de parole. Je le cite: « Je tiens à remercier le peuple américain pour l'honneur extraordinaire qu'il m'a fait en m'élisant comme 47e et 45e président des États-Unis. Cela va réellement être l'âge d'or de l'Amérique. » Et Trump reçoit déjà des messages de félicitations des chefs d'État. Tout à fait, Estétofa. Son élection comme 47e président des États-Unis, bien entendu, inonde les réseaux sociaux, des messages de félicitations qui lui parviennent de partout. Le président français, déjà, Emmanuel Macron, félicite Donald Trump et lui notifie sa disponibilité à travailler ensemble avec lui. Cher Donald Trump et Melania Trump, félicitations pour le plus grand retour de l'histoire. Ensuite, nous avons également sur la liste des messages, le message du Premier ministre israélien qui le félicite aussi pour sa victoire revendiquée par Donald Trump, comme plusieurs d'autres personnalités du monde. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, lui aussi a adressé ses félicitations à Donald Trump. Nous parlons aussi de l'ancien, enfin du Premier ministre indien aussi qui a félicité le président élu. Alors, quelle sera la suite des événements après tout ceci? Alors, après cette date, Estétofa, nous avons également d'autres dates importantes jusqu'au 20 janvier, date à laquelle le président élu va prester serment. Nous avons par exemple le 11 décembre où, au niveau de chaque État, on va envoyer les résultats au niveau fédéral. Chaque État doit transmettre aux archives nationales du pays le nom de ses grands électeurs. Ils ont jusqu'au 11 décembre pour envoyer ce certificat de constatation une fois signé par le gouverneur et le secrétaire d'État concerné. Le document est donc transféré au Congrès américain. Il sera aussi disponible sur le site de l'agence fédérale regroupant tous les documents gouvernementaux. Nous avons le 17 décembre, les grands électeurs se réunissent pour voter. Les grands électeurs se réuniront ensuite le 17 décembre, chacun dans leur État respectif. Ils sont 538 au total et forment le collège électoral. Ils éliront officiellement le président et le vice-président. Dans la plupart des cas, ils doivent voter en respectant le choix donc des électeurs de leur État. Les résultats seront ensuite envoyés au Sénat et encore une fois aux archives nationales. Ensuite, nous avons la date de 25 décembre où le résultat est envoyé au niveau au Sénat. Les résultats des votes des grands électeurs doivent être envoyés au Sénat, lui aussi remporté par les républicains ce 5 novembre, au plus tard le 4e mercredi du mois de
décembre. La date tombe justement heureusement cette année sur Noël, le 25 décembre, et Donald Trump rassemblera alors au moins 270 voix, soit la majorité absolue, le document officiel permettant de certifier le nom du nouveau président reposera aussi aux archives nationales. Et ensuite, nous avons la date cette fois de 6 janvier 2025. Le Congrès proclame le vainqueur. Le Congrès se réunira le 6 janvier 2025 à Washington. Ironie du sort, ce sera Kamala Harris, bien entendu, en tant que vice-présidente qui présidera cette séance commune. Elle sera chargée donc d'annoncer officiellement le nom du vainqueur, en l'occurrence Donald Trump. Dès lors, une période de transition s'ouvrira permettant à l'administration de Joe Biden de passer progressivement le pouvoir à celle de Donald Trump. Le gouvernement commencera à être alors constitué. C'est aussi une date qui a marqué, ça c'est une parenthèse, il y a 4 ans, le 6 janvier 2021, les partisans de Donald Trump avaient envahi le Capitole. Ils voulaient justement dénoncer une prétendue falsification de l'élection, considérant que les démocrates avaient volé le scrutin aux républicains. Et pour finir, la date du 20 janvier 2025, le nouveau président est officiellement investi. Comme tous les 4 ans, la cérémonie d'investiture du nouveau président aura lieu le 20 janvier sur les marches du Capitole. Donc peu après son colistier, Donald Trump prêtera serment à midi pile sur la Bible en jurant de préserver, de protéger et de défendre la Constitution des États-Unis. Des milliers de personnes sont attendues à Washington pour assister à cette cérémonie d'inauguration. Et puis enfin, les nouveaux locataires de la Maison-Blanche rejoindront le bureau ovale qu'ils occuperont jusqu'à la prochaine élection en novembre 2028. Alors bon vent donc aux nouveaux locataires de la Maison Blanche et merci à vous Eric Guédena. Merci cette fois. Alors, dans la suite de cette édition, nous parlons de la deuxième réunion des membres du comité de pilotage du projet transfrontalier d'appui au renforcement de la sécurité communautaire, à la gestion et la prévention des conflits, à la transhumance, la gestion des ressources naturelles. Le rendez-vous de Cotonou a pour but de faire le point de la mise en œuvre de ce projet financé par le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix. Il a réuni mardi les principales parties prenantes, à savoir le Bénin et le Niger. Le projet vise à contribuer au renforcement de la sécurité des communautés et la prévention des conflits pour améliorer la cohésion sociale et développer des opportunités socio-économiques pour les populations vulnérables, en particulier les femmes et les jeunes. Suivez. Le projet transfrontalier d'appui au renforcement de la sécurité communautaire, à la gestion et prévention des conflits, à la transhumance et la gestion des ressources naturelles est déjà dans sa phase opérationnelle. Les membres du comité de pilotage tiennent à Cotonou ce mardi 5 novembre 2024 leur deuxième réunion à titre d'évaluation de mise en œuvre. Le projet vise à contribuer à la prévention et gestion des conflits autour de la frontière entre le Bénin et le Niger, en assurant une collaboration transfrontalière des communautés, des services de l'État, des autorités locales, des leaders coutumiers et religieux et du secteur de la sécurité, et en favorisant un partage des ressources naturelles qui permettent aux populations d'accéder à des opportunités socio-économiques durables dans des secteurs porteurs. Cette réunion constitue donc une occasion privilégiée pour examiner les progrès réalisés, de définir et d'approuver le plan de travail annuel de 2025, de discuter des défis rencontrés et enfin de déterminer ensemble les actions à entreprendre avec le budget consacré aux activités transfrontalières, étant donné que ces dernières ne peuvent plus être poursuivies. Le projet s'engage à promouvoir une collaboration harmonieuse entre les agriculteurs, les éleveurs, les jeunes et les femmes des deux pays, en mettant l'accent sur la prévention des conflits et la promotion de la cohésion sociale. Il vise également à développer des opportunités socio-économiques pour les populations vulnérables des zones frontalières. Depuis son lancement, le Bénin travaille à l'atteinte des résultats attendus. Après chaque année de mise en œuvre, il s'avère nécessaire de marquer un arrêt pour faire examiner le chemin parcouru et en tirer les leçons subséquentes. Ainsi, à travers cette session, nous aurons
Apprécier l'état d'avancement de la mise en œuvre des activités sur le terrain et, si nécessaire, donner des orientations pertinentes et réalistes pour plus d'efficacité dans la poursuite du projet. Examiner et approuver le plan de travail du projet pour 2025. Faire un plaidoyer auprès de toutes les parties prenantes au fin d'une plus grande mobilisation et d'un meilleur accompagnement dans la mise en œuvre du projet pour la période restante. Le projet transfrontalier d'appui au renforcement de la sécurité communautaire, à la gestion et prévention des conflits, à la transhumance et la gestion des ressources naturelles a une durée de 2 ans. À terme, ce projet va toucher directement 2250 bénéficiaires et indirectement 200 000 personnes. Explorer les avancées opérées dans le secteur de l'eau Bénin, c'est ce qui réunit pendant 2 jours les acteurs à divers niveaux du secteur de l'eau à Cotonou. Les travaux se tiennent à la faveur des journées portes ouvertes sur la gestion intégrée des ressources en eau initiée par le ministère de l'eau. Une initiative soutenue par la coopération allemande au Bénin. Ingrid Mofit-Sabouran pour le compte rendu. Les journées portes ouvertes consacrées à la gestion intégrée des ressources en eau. Une première dans le secteur au Bénin. Un carrefour d'échange et de partage d'expériences pour ces acteurs venus de diverses structures du secteur de l'eau. Aux commandes de cette activité, auxquelles sont associés des experts, organisations et partenaires techniques et financiers, le ministère de l'Énergie, de l'eau et des Mines. Il s'agit pour nous, mesdames et messieurs, de faire la lumière sur les avancées de la gestion intégrée des ressources en eau au Bénin, au niveau des actions développées dans le cadre de l'hydrologie, de l'hydrogéologie, dans le cadre du suivi des ressources en eau, de la lutte contre les inondations et dans le cadre également de la concertation des différents acteurs, parties prenantes pour une gestion de nos ressources en eau et la préservation des écosystèmes connexes. La gestion intégrée des ressources en eau permet de répondre efficacement aux besoins des populations en matière de ressources en eau tout en veillant à leur disponibilité en quantité et en qualité pour satisfaire tous les usages. C'est ce qui justifie le soutien constant des partenaires techniques et financiers grâce à qui les structures en charge du secteur œuvrent convenablement pour des solutions innovantes et durables. Face aux vulnérabilités de changement climatique auxquelles les communautés à la base sont de plus en plus exposées, l'Allemagne travaille fortement depuis de nombreuses années aux côtés du gouvernement du Bénin pour la réalisation des objets de développement durable, spécifiquement les cibles de l'ODD 6. Les participants auront à suivre des panels où seront abordés divers thèmes liés à la gestion intégrée des ressources en eau, dont, entre autres, les solutions digitales, la gestion intégrée des ressources en eau et genre, puis changement climatique, la coopération internationale et transfrontalière des bassins, les programmes et projets et perspectives dans la mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau au Bénin. En rassemblant les acteurs du secteur public, privé et d'autres parties prenantes autour des actions, programmes et perspectives dans la gestion intégrée des ressources en eau, les initiateurs de ces journées portes ouvertes réaffirment leurs engagements envers une approche collaboratrice et inclusive de la gestion des ressources en eau. Après les discours protocolaires qui ont ouvert le bal des activités, s'ensuit la visite des stands installés à l'occasion. La matinée de ce mardi 5 novembre 2024 a marqué le lancement de la 7e édition de la Semaine du numérique, à la limite la célébration de la transition numérique du secteur médiatique au Bénin. Cette édition se base sur un thème qui allie numérique et médias dans un environnement fait de prolifération des nouvelles technologies de l'information et surtout des nouveaux canaux de diffusion. Le compte-rendu de la cérémonie de lancement de la CENOM 2024 est un élément signé Wahab Alikbara, présenté par Candide Ronheta. La transition numérique du secteur médiatique prend petitement corps au Bénin.
Et cette semaine du numérique officiellement lancée ici vient lui donner un coup de pouce. Pour cette 7e édition du CENOM, une part belle est faite aux médias et les réflexions convergent autour du thème numérique et médias, nouveaux canaux, nouveaux défis. Repenser la régulation audiovisuelle à l'ère du numérique revient à passer de la régulation des médias traditionnels où la diffusion de l'information est plus ou moins maîtrisée à une régulation adaptée aux mutations de l'écosystème où la possibilité est donnée désormais à tous de diffuser des informations sur diverses plateformes à travers Internet. L'adaptation de la régulation audiovisuelle aux mutations de l'écosystème à l'ère du numérique peut donc s'implémenter à travers 3 points qui sont la législation, le système technique de monitoring et les regroupements régionaux. Il me paraît nécessaire d'aborder, ou qu'il soit abordé, au cours de cette semaine du numérique, la nécessité de concilier la mission d'information des acteurs des médias avec l'obligation de protéger les données à caractère personnel. La protection donc des données à caractère personnel, évidemment, a aussi besoin de la contribution des acteurs des médias. Les structures d'État et institutions de la République partenaires ont donc un regard sur les effets induits par la prolifération des technologies de l'information et des nouveaux canaux de diffusion. L'autorité de tutelle à son niveau ne croise pas les bras sur ce qui aujourd'hui se présente comme une opportunité, mais surtout un couteau à double tranchant dans la cohabitation entre médias traditionnels et médias en ligne. Le secteur médiatique, que ce soit au Bénin, en Afrique ou à l'échelle mondiale, traverse une période de mutation profonde des modes de consommation de l'information. Les papiers, les postes de radio et les écrans de télévision ont largement laissé la place aux plateformes en ligne, aux réseaux sociaux, aux podcasts, aux médias de streaming, qui sont aujourd'hui les moyens privilégiés de consommation de l'information par les plus de 5 milliards d'utilisateurs de l'Internet dans le monde. Et je voudrais saisir cette occasion pour saluer l'engagement et la résilience de ces acteurs des secteurs du numérique et des médias, qu'ils soient publics ou privés. Ces acteurs et ces professionnels qui œuvrent chaque jour pour enrichir notre paysage médiatique et lui offrir le support de propulsion nécessaire à son essor. Des panels de discussion et de communication sont prévus dans le cadre de cette célébration de la Semaine du numérique. Les acteurs impliqués promettent se pencher sur l'avenir du paysage médiatique au Bénin. Je le disais en début d'édition, le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale et ses partenaires techniques et financiers ont procédé ce mardi à la revue sectorielle conjointe du secteur de la décentralisation et de la déconcentration au titre de l'année 2023. Il s'agit d'une activité périodique de bilan sur tous les aspects de pilotage et de la gestion des collectivités territoriales décentralisées. Elle s'est déroulée dans les locaux du ministère des Affaires étrangères à Cotonou. Retour ici sur la cérémonie d'ouverture des travaux avec Candide Ouintor et Jocelyn Barriga. La revue sectorielle conjointe du secteur de la décentralisation et de la déconcentration au titre de l'année 2023 mobilise ici dans cette salle les partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile et l'ensemble des parties prenantes. Ces différents acteurs ici réunis ont pour tâche d'analyser ensemble la pertinence des actions menées, évaluer les avancées ainsi que les défis rencontrés, avec pour finalité la capitalisation des acquis pour de meilleures performances dans le secteur de la décentralisation et de la déconcentration. La revue sectorielle de cette année se tient dans un contexte particulièrement marqué par l'approbation par le gouvernement de nouveaux documents de politique nationale de la décentralisation et de la déconcentration, PONADEC, pour la période de 2024 à 2033. Il faut rappeler que la nouvelle PONADEC s'imbrique parfaitement dans le plan national de développement de notre pays et est organisée autour de 5 axes stratégiques interdépendants, à savoir, primo, le renforcement de l'autonomie des collectivités territoriales. Secondo, l'amélioration de la
déconcentration et de la tutelle. Tertio, la promotion de l'aménagement du territoire, l'intercommunalité et du développement durable au niveau local. Quarto, l'amélioration de la qualité de la gouvernance locale. Et enfin, quinto, le renforcement du système de pilotage, du suivi, de l'évaluation et de la communication. L'accroissement des ressources propres de 64 communes en 2023 contre 42 communes en 2022 et l'évolution de la part des ressources propres mobilisées dans le budget exécuté des communes sont entre autres les avancées remarquables enregistrées au thème de l'année 2023 dans le secteur. Les partenaires techniques et financiers réaffirment ici leur engagement à accompagner les actions du gouvernement pour contribuer à réduire les inégalités au sein des communes et ainsi participer au renforcement de la cohésion sociale. Nous saisissons cette opportunité pour réitérer notre demande de rendre opérationnelle la PONADEC à la suite de l'approbation par le gouvernement, de poursuivre les efforts dans le renforcement des préfectures et des services déconcentrés de l'État en ressources humaines et matérielles et de relancer le processus de la mise en place de la fonction publique territoriale. Au cours de cette revue sectorielle conjointe, les travaux tournent autour de l'analyse des performances du secteur, la situation des transferts des ressources du FADEC affectées et non affectées, le point des audits du FADEC 2023 et les prochaines étapes, et le point de la mise en œuvre des recommandations de la revue sectorielle conjointe 2021-2022. Cotonou accueille depuis ce lundi la jeunesse ouest-africaine pour les assises nationales de la jeunesse de la CEDEAO. C'est une initiative du laboratoire d'analyse régionale et d'expertise sociale avec le concours du ministère des Sports et de la CEDEAO. La jeunesse est invitée à cette occasion à se pencher sur les thématiques de développement et d'unification. C'est aussi pour un changement de mentalité. Ingrid Day et Moufid Sabouran pour les détails. Écoutez la jeunesse avant d'agir. Un changement de paradigme que met en place le laboratoire d'analyse régionale et d'expertise sociale avec le concours du ministère des Sports et la CEDEAO à travers ses assises nationales de la jeunesse. À ce grand rendez-vous se décide l'avenir de la jeunesse, fait de lance du développement de la nation. Donc la question de fond par rapport à ce débat, de mon point de vue, c'est comment faire pour que les jeunes puissent se sentir à l'aise dans un espace intégré. Si on ne crée pas un espace intégré, je ne suis pas sûr qu'on puisse régler les problèmes de la jeunesse. Parce que la jeunesse a des besoins dont le plus important est de s'ouvrir au monde. De s'ouvrir au monde pour bénéficier des avantages du progrès de l'humanité. Assis sur les thématiques de développement et d'unification, ce rendez-vous confirme une fois encore la volonté de la CEDEAO à s'engager pour une nouvelle vision de la jeune génération. Faire un diagnostic du malaise des jeunes en leur offrant un espace d'expérience qui leur est propre reste la meilleure façon de stimuler le changement de mentalité selon l'institution. Il ne s'agit pas de venir vous dire ce que nous pensons de votre présent et de votre avenir. C'est à vous de le dire. Aujourd'hui, la principale richesse de ce continent, de loin, c'est sa jeunesse. C'est-à-dire une catégorie socio-démographique en mesure d'imaginer les choses d'une manière, je dirais, très osée, ou pour ne pas dire hardie. Parce qu'à un certain âge, le rêve n'est pas permis, ou bien quand on rêve, on a peur. Alors qu'à un certain âge, on rêve et on dit que c'est possible. De grandes décisions sont attendues à l'issue de ces assises nationales de la jeunesse de la CEDEAO auxquelles prennent part des jeunes de plusieurs pays membres de l'institution. Ces décisions vont permettre à la CEDEAO d'œuvrer pour une nouvelle vision de la jeunesse africaine dans un contexte jonché de défis de toute forme.
L'université d'Abomey-Calavi vient d'enregistrer un nouveau docteur en gestion de l'environnement dans la spécialité énergie solaire et développement durable. Il s'agit de Maouyon Béranger Amoussou qui a présenté ses recherches scientifiques à un jury international présidé par le professeur Placide Clédio. Adoption et utilisation de l'énergie solaire photovoltaïque dans le département du Zoo au Bénin, facteurs, contraintes et solutions pour la durabilité. C'est le thème qui a conduit les travaux de recherche de l'impétrant Teddy Goudalo et Henri Gantin pour les détails. Il s'en sort avec la mention très honorable avec les félicitations du jury qui lui confère le titre de docteur en gestion de l'environnement, spécialité énergie solaire et développement durable de l'université d'Abomey-Calavi. Maouyon Béranger Amoussou vient ainsi de défendre sa thèse dont les recherches ont porté sur l'adoption et l'utilisation de l'énergie solaire photovoltaïque dans le département du Zou au Bénin, facteurs, contraintes et solutions pour la durabilité. C'est un sujet d'actualité qui nous permet vraiment de développer le Bénin en matière de fourniture d'énergie solaire. Il a été dans les aspects un peu critiques pour nous montrer les difficultés et il a contourné, il a fait des propositions et c'est ça qui est bon. Le jury, satisfait de la maîtrise du sujet par l'impétrant, juge la thématique d'actualité. Le document de 216 pages propose des solutions pratiques pour une durabilité de l'énergie solaire photovoltaïque dans les ménages. Ces propositions sont d'ordre technique, financier et environnemental. D'autres techniques, il s'agit d'améliorer la qualité des équipements solaires photovoltaïques qui sont déversés ou qui sont utilisés sur le territoire béninois, sachant que beaucoup proviennent du secteur informel, pour ne pas dire la majorité. Le volet financier concerne l'accès aux équipements solaires photovoltaïques par les ménages à travers les subventions, la suppression de TVA, des mesures incitatives. Et le volet financier concerne également les entreprises qui actuellement ont du mal à importer les équipements solaires photovoltaïques parce que les banques sont un peu frileuses. Les banques n'ont pas encore confiance au solaire photovoltaïque. Et donc, pour le vue environnemental, nous avons constaté que ces équipements, certes, comme nous l'avons dit, contribuent à l'atténuation des changements climatiques, mais leur mauvaise utilisation en fin de vie peut encore déboucher sur des problèmes environnementaux importants. Le résultat intelligent, le résultat exploitable à des fins de prise de développement pour le développement durable de nos différents pays, principalement le Bénin et spécifiquement le département du Zou dans lequel il a travaillé. Monsieur Amoussou, je retiens de lui trois choses. La première chose, c'est le courage. La deuxième chose, c'est la disponibilité, la détermination permanente d'obtenir des résultats plus intelligents au fur et à mesure qu'il en obtienne. Et la troisième chose, c'est la quête de l'innovation pour résoudre les problèmes énergétiques de notre pays, le Bénin, et donc de l'Afrique, à partir de nos potentiels et potentialités. Les travaux de thèse du désormais docteur Maouyon Béranger Amoussou se sont effectués 6 années durant. La mention très honorable avec les félicitations du jury est donc le couronnement de ses efforts. Avec son deuxième grand rôle dans le film Farmed Police Unite, elle connaît une ascension fulgurante dans les longs métrages et courts métrages en Chine. C'est aujourd'hui l'une des actrices les plus célèbres du CCTV 1. Elle a nom Raudot Alazi Soumaïla, mais ses fans chinois l'appellent affectueusement Mulan, qui est en réalité le nom d'un personnage historique chinois. J'y arrive. Le portrait de Mulan africaine nous est ici fait par Ulrich Gaba. Surnommée Mulan, Raoudat incarne la force et la grâce, tout comme le personnage légendaire dont elle porte le nom. C'est une jeune béninoise au parcours atypique, mais très inspirant, et qui connaît actuellement une ascension fulgurante sur les écrans chinois. Alazi Raoudat, c'est une fille qui est née et a grandi ici au Bénin. Can you help me to clean up the tofu? Money. Un
un jour, j'étais avec ma tante et on regardait les novellas. Mais c'est de là que j'ai eu l'idée de la Chine. C'est venu dans mon cœur. J'ai dit que non, il faut que j'aille dans ce pays-là. Oui, c'est ma nièce. Elle est un peu restée avec moi avant de partir. Et je la trouve très combattante parce qu'elle s'est faite toute seule. C'est ce que je peux dire. Et ça n'a pas été facile. Déjà ici, après son bac, elle est allée s'inscrire pour me dire que c'est le chinois. Le jour-là, j'étais vraiment très fâchée. Je dis, mais ça va te rapporter quoi dans ta vie? Il y a les militaires. Avec son rôle marquant dans le film Form de Police Unite et sa belle performance dans la série Happiness Junkao, diffusée sur CCTV1, Raoudat prouve qu'elle est bien plus qu'une simple actrice. C'est une pionnière qui ouvre la voie à d'autres talents africains dans le cinéma international. Moulane, ce nom, c'est le DG de CREC CR5 de la route de Codomepao qui m'a donné ce nom. Lorsque notre Moulin est arrivé au chantier, son patron l'a apprécié beaucoup en raison de sa belle performance pendant le travail. Elle était dynamique et sympathique. Pas peur des difficultés, pas peur de la fatigue en tant qu'une jeune fille vient de sortir de l'université. Et à chaque fois, je veux perdre ou je veux laisser tomber, je dis que non, je m'appelle Moulane, je ne peux pas je ne peux pas dévaloriser ce nom chinois-là. C'est pas parce que je porte le nom d'une héroïne chinoise et en tant que béninoise aussi, je suis aussi une Amazone. Donc, ces deux énergies sur moi, c'est quelque chose que je ne peux pas abandonner. Nous sommes prêts à témoigner devant le tribunal. Je veux que justice soit faite pour ma famille. À travers son parcours, Raoudat Soumaïla Alazi incarne l'espoir de la détermination. Elle est la preuve vivante que le talent n'a pas de frontières. Elle incarne la culture africaine, en particulier la culture béninoise. C'est toute une fierté. Hein? Imaginez-vous, en fait, nous recevons les étudiants ici qui n'ont aucune base en chinois. Et si après leur formation, ils deviennent des champions, des stars, ce n'est que notre fierté. Je me souviens toujours le jour où nous étions à l'aéroport de Cotonou pour dire au revoir à cette jeune étudiante et souhaiter la bonne chance d'études en Chine. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux de voir une étoile montante. Avec chaque rôle qu'elle interprète, elle tisse des liens entre l'Afrique et la Chine, unissant des cultures par le pouvoir du cinéma. Il y a une fan chinoise qui m'a écrit, elle a dit que c'est la première fois depuis qu'elle est née que sa grand-maman regardait les séries chinoises, parce que j'étais dedans. J'ai dit waouh! 我前不久，大概在2个月以前，我看到中国的新闻报道，就木兰在中国参与一个电影拍摄，跟世界著名明星成龙在一块儿，我感到特别的欣慰。我觉得这是中贝交往、中贝友谊，经过几十年的这种合作的一个非常闪亮的一个点。J'en suis sûr, elle sera le bon solide en servant non seulement les échanges entre le peuple chinois et béninois, mais aussi la promotion de l'amitié sino-africaine. Je pense que le gouvernement béninois a intérêt à encourager ceux qui font un effort personnel. Parce que Moulane, elle est partie, c'est elle qui a payé ses études, donc elle n'a pas eu la bourse pour continuer. Et l'université de film, c'est très cher. Il faut déjà que le ministère de la Culture l'accompagne mieux
et les affaires étrangères. Il y a tout ce beau monde qui doit l'accompagner. Bien plus qu'un surnom, Moulane, l'Africaine, est le porte-flambeau d'une vision, une histoire, une voix qui mérite d'être entendue. Moulane 229, c'est le début d'un rêve entre la Chine et le Bénin. C'est sur ces images que nous vous disons merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un bon après-midi en compagnie de nos programmes.